On va débuter cette deuxième session d'atelier de ces ET9. Deuxième session d'atelier et deuxième dans une série autour de l'accueil. Hier, on a parlé autour du SADI, du schéma d'accueil et de diffusion de l'information, et aussi autour de la formation accueil par excellence. C'était assez stratégique, assez développement et tout ça. Aujourd'hui, on va plus avoir une entrée innovation, une entrée pratico-pratique avec des retours d'expérience autour notamment des outils. On parle beaucoup penser stratégie avant outils. Là, on va voir que les outils aussi, enfin les outils utilisés justement dans le cadre de stratégie. Pour m'accompagner sur cette heure et quart, parce que ça va nous amener au déjeuner, donc jusqu'à 12h30, on a nos Charlie et Dino du numérique, nos chevaliers du fiel du tourisme. J'ai nommé Guillaume et Christophe de Mulhouse et de Kaisersberg qui vont nous proposer, je vous invite à récupérer, tant qu'il y a la slide, un peu les comptes Twitter des différentes structures et des personnalités ici. Ils feront des dédicaces aussi, hein, eux, en fin de séance, sans problème. C'est gratuit par contre, il n'y a pas de promotion. C'est gratos. Pour poser des questions, garder contact, etc. Pendant la séance, mais aussi également après. Les 3 temps qu'on va avoir durant cette heure et quart, c'est d'abord, je vais introduire sur 5 tendances autour de la notion d'accueil dès qu'on va parler d'accueil numérique. On va avoir le retour d'expérience donc de Guillaume et Christophe autour du projet qu'ils ont mis en place sur l'Office de tourisme de Mulhouse, pour Guillaume, et aussi au niveau d'aller plus loin sur ce qu'ils ont gagné hier au prix, le trophée du e-tourisme. Ils sont trop fiers. Pour leur expérience sur J'ai envie d'eux. Et pour conclure, avant de conclure et d'avoir du temps d'échange, on va essayer de respecter nos délais respectifs pour avoir 15 minutes, 20 minutes d'échange et de débat. Je sais que donc on va aborder avant cette période d'échange un panorama un peu d'outils et de services mis en place dans les murs et hors les murs des offices de tourisme. On pourra du coup avoir des discussions autour de ça, et je m'appuierai notamment sur des exemples réalisés dans des offices de tourisme. Et je sais par des mails, des tweets d'avant-séance qu'il y a un certain nombre de responsables dans les salles qui pourront aussi apporter du coup des compléments dans ce que je pourrais aborder dans mes propos. Pour démarrer donc, ça vous va pour le programme? C'est bon? On reste ensemble, 1h15. Donc pour démarrer, 5 tendances. La première tendance, c'est donner du sens à nos espaces dans l'accueil d'un office de tourisme. On parle boutique, on parle espace convivialité, on l'a abordé hier, ça a été abordé aussi notamment dans les tendances hier en plénière. C'est réussir à déterminer en fait une fonction, un espace qui va induire un comportement, où on va pousser pour que ça induise un comportement, et ce comportement-là, pour créer de l'économie, enfin pour pouvoir vendre derrière, ou faire de la promotion, ou séduire, etc. On verra les objectifs un peu plus tard. On va pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont allier à la fois le numérique et l'humain. Deuxième tendance, c'est, là aussi ça a été vu hier, on ne s'était pas trop checké avant, mais du coup ça va faire un tout petit redit, j'irai pas plus loin. Vous avez notamment en bas à chaque fois, tout au long de la présentation, vous aurez des renvois vers des articles de veille qui nous ont permis de travailler sur cette présentation, et ce sera en téléchargement après sur le compte SlideShare des rencontres. Donc la deuxième tendance autour de l'accueil, c'est la fin des murs de Berlin. On dématérialise les comptoirs d'accueil, on sort de derrière ces imposants comptoirs, pardon. Et donc la notion venait d'un article de Bruno Leland de Bretagne, où en gros le conseiller dans la place, on a plus de proximité, ça permet du libre-échange, de la libre circulation, et en intégrant petit à petit, avec l'évolution des métiers, etc., des outils numériques. La troisième grosse tendance autour de l'accueil, c'est qu'on va faire le pas d'aller en dehors de l'office,
d'aller dans les gros lieux d'événements, comme pendant une période estivale, qui ici, en office de tourisme, est présent le mardi matin parce que c'est le marché, qui ici est présent lors du checking des familles, qui représentent 80% de mes clientèles, le samedi après-midi dans mon grand camping. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un office de tourisme qui est hors les murs pour pouvoir aller donner de l'information et préparer le séjour? On l'abordera aussi. C'est aussi hors les murs, c'est aussi là on voit on voyait, pardon, hop, loupé. On voyait l'entrée d'un hôtel où on va pouvoir mettre, par exemple, un dispositif d'écran à communication audiovisuelle dynamique qui va pousser de l'information touristique, donc directement chez les prestataires. Ça peut être, là c'est l'exemple du métro à Athènes, on va trouver une borne d'information, de services mais aussi touristique, on va trouver des initiatives comme l'histoire des triporteurs qu'on a vu hier, ou encore des dispositifs nationaux qui vont être mis en place, comme le point immobile, je reviendrai dessus. Quatrième tendance, toujours, on n'est plus sur la notion de office de tourisme du futur, où on a beaucoup parlé outils, où ça a gavé beaucoup de monde. C'était ma petite expression aquitaine, gavé beaucoup de monde. Voilà. Le numérique, c'est comme les antibiotiques, utilisé à tort, il vous rendra moins fort. Ça marche pour les usages, ça marche pour vos salariés, ça marche pour les finances publiques qui vont être engagées dans les outils numériques sans contenu, sans objectif, etc. Donc autour de cet écosystème de l'accueil numérique, il y a l'humain, il y a le numérique, et quand on parle d'accueil, de bornes, de sites de conseil en séjour, c'est réussir à aller dans une bonne stratégie pour bien mettre au centre l'humain autour de cet accueil numérique. Et la dernière, ça fait un renvoi vers l'atelier qu'on a animé, qu'on a fait hier avec Florent Guittard du Limousin et Pierre Éloi de Touristique, où on a parlé de deux notions qui ont été mises en place durant la fin de l'année dernière et qui a été mis en action ce début d'année. C'est le schéma d'accueil et de diffusion de l'information. C'est comment sur un territoire touristique, on schématise l'accueil et on va aller mettre du Wi-Fi territorial, des bornes où il y a pas forcément, où il y a du flux touristique, mais pas de bureau d'information, où on va peut-être aussi aller taper à la porte de la gare SNCF où j'ai du trafic de tourisme de proximité tous les week-ends. Je pense par exemple l'exemple, le bassin d'Arcachon en Aquitaine. Tous les week-ends, il y a énormément de Bordelais qui vont faire la navette. À quel moment ils ont une information touristique et on n'a pas du tout la garantie qui passerait à l'office de tourisme pour en récupérer. Et la deuxième notion, c'est autour de la formation, c'est l'APEX avec accueil par excellence, où là, c'est une formation pour les conseillers en séjour et pour changer les process d'accueil au niveau de l'office de tourisme, mais aussi au niveau du territoire, en justement intégrant cette notion qu'on est des experts de la destination à l'échelle large et non plus seulement des conseillers en séjour d'office de tourisme. Spécial dédicace à Dominique qui m'a sorti hier l'expression. Et donc du coup, un petit clin d'œil à ça, donc accompagnement, information. Voilà un peu les propos introductifs pour cet atelier. On donne du sens, on va avoir l'exemple avec Mulhouse, on va être concrètement dedans. On a la fin des murs de Berlin, on va pouvoir s'appuyer dans le panorama d'outils et de services que je vous propose à la fin, un certain nombre d'exemples qui ont mené à ça, et puis les débats après pourront aussi enrichir les propos. On va en dehors des murs, on intègre les habitants, on intègre les prestataires, on intègre aussi la sphère numérique et Internet. On n'oublie pas, c'est pas le bon terme, c'est pas qu'on n'oublie pas, c'est que en préalable de tout ça, il y a forcément l'humain. On ne va pas être sur le distinguo humain et numérique, mais vraiment accueil égal humain. Et tout ça doit être accompagné à la fois techniquement, mais à la fois en termes de formation. Voilà, je laisse la parole à notre duo de choc. C'est juste non, le bouton central. Bonjour à tous, de manière un petit peu plus traditionnelle qu'hier soir. Donc oui, en fait, pour vous rassurer, il se trouve que on a parlé un peu hier du site J'ai envie d'eux. Ce qui est intéressant, c'est de le replacer dans son contexte plus général, puisque pour nous, la réflexion, ça a d'abord été la réflexion sur les locaux. Alors c'est toujours compliqué de savoir comment commence une réflexion, parce qu'on est en réflexion permanente, mais ça a d'abord été une réflexion sur les locaux qui nous a amené à cette création de site. Alors, rapidement, 2 éléments de contexte sur le pourquoi du comment.
Déjà, c'est une réflexion longue. On a commencé à travailler avec les équipes, à faire de la veille ici, ailleurs, etc., à partir du mois d'avril 2010 sur cette question spécifique de l'aménagement de nos nouveaux locaux. Nous, à Mulhouse, on savait qu'on allait avoir des nouveaux locaux qui étaient censés ouvrir fin 2012, début 2013. Ils ont ouvert le 21 janvier 2013, donc on n'était même pas en retard. Ça, c'est la joie de faire des travaux en Alsace, c'est que c'est carré et ça fonctionne. Il se trouve qu'à KB, à Kaisersberg, il y a un projet, il y avait un projet en gestation qui est toujours en gestation, dont on parlera tout à l'heure. Donc forcément, on se pose la question sur l'intégration du numérique quand on se demande comment on travaille sur les nouveaux locaux. Il y a autre chose qui a fait qu'on s'est aussi rapproché, c'est que dès le début, alors ça a été dit déjà hier et j'étais très content que du coup ça ressorte aussi fortement, c'est que dès le début, on a assumé dans nos métiers le fait que notre unique mission, c'était d'augmenter les retombées économiques. Que la communication qu'on faisait, c'était de la communication pour vendre, même si c'était à moyen ou long terme, que c'était de la communication pour déclencher un acte d'achat, pour faire en sorte que les gens restent plus longtemps, qu'ils consomment plus, etc. Ça vous paraît peut-être anodin, ça vous paraît peut-être évident, je ne sais pas, mais on reviendra tout à l'heure, à la fois pour les locaux et pour J'ai envie d'eux. C'est vachement important parce que c'est un élément très fort qui a vraiment sous-tendu la réflexion. Alors voilà, ça c'est nos nouveaux locaux. Non, je rigole. C'était juste pour voir, mais en fait vous êtes vraiment endormis. Ça s'appelle un premier fail. Il s'était habitué à un peu de mise en scène, quelque chose de punchy. Ouais, j'ai mon pantalon qui... Les pressions, c'est à la fin quand je termine. C'est les bretelles, Guillaume, c'est les bretelles. Donc ça, c'était nos locaux à Mulhouse. Depuis... alors on a retrouvé le bail quand même, parce qu'on ne savait pas. 1952, nous étions dans ces locaux. Donc c'était un office de tourisme, j'allais dire classique, qui avait été réaménagé dans les années 80, comme vous le voyez. Banque d'accueil en L. Alors les locaux étaient tout petits. En fait, ce que vous voyez à l'image de gauche, c'est quand vous rentrez sur la gauche de l'espace, et devant, vous aviez en fait la banque en L. Donc classique, peu d'espace pour présenter les brochures, les informations, un accueil comptoir, un back-office intégré juste derrière le comptoir, donc avec des écrans, les postes de travail planqués sous la banque d'accueil. Donc vous allez voir que pour nous, c'était vraiment clairement un changement radical. Alors il se trouve qu'on a changé d'emplacement dans la ville, parce qu'il y a eu des travaux de tram qui ont fait que l'ancienne rue était plus du tout dans le sens de circulation. Donc on a aussi eu une réflexion sur l'évolution des locaux en tant que tels, c'est-à-dire on a changé d'emplacement, on avait un espace beaucoup plus grand, on a eu la chance de créer des espaces pour nous. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pu les formater à notre sauce. Comment on a bossé? En fait, moi, il y a une chose qui était vachement importante, c'était de ne pas travailler sur les nouveaux locaux avant de savoir ce qu'on voulait faire de nos métiers. Donc on a fait un séminaire d'équipe qui a été assez déstabilisant pour tout le monde, sauf pour moi. Donc après, c'était déstabilisant pour moi. Réflexion sur l'évolution de nos métiers. Pourquoi déstabilisant? Parce que maintenant, c'est peut-être évident pour vous qui venez aux ET, qui allez à droite, à gauche, qui faites de la veille. Mais il faut se replacer il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière, où peut-être cette réflexion, on va dire prospective, était moins développée et surtout, elle n'était pas partagée par l'ensemble de nos collaborateurs. Donc quand j'ai dit aux filles à Mulhouse, parce qu'il n'y a que des filles, réfléchissez sans contrainte. De quoi vous avez envie? Quelles sont les valeurs que vous voulez porter dans vos métiers? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Et après, on verra derrière comment on organise l'organigramme, comment on organise la stratégie, etc. Elles m'ont regardé avec des grands yeux. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? Donc j'ai vu que c'était hyper anxiogène parce que c'était un changement. Du coup, on a fait des ateliers toutes les semaines. D'abord sur l'évolution de nos métiers. Comme dit, qu'est-ce qu'on veut porter comme valeur, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui entendent Mulhouse ou qui voient Mulhouse. Voilà. C'était vachement important déjà de savoir ce que nous on voulait, de manière à ce qu'on puisse le transcrire après dans un cahier des charges.
Donc après, bien sûr, il y a eu les séances de travail avec l'accompagnement avec l'architecte. On a eu la chance d'avoir un super architecte qui s'est vraiment mis dans nos baskets et qui nous a qui s'est mis dans notre peau. On avait besoin aussi à un moment d'avoir des apports extérieurs. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi avec des personnalités extérieures qui nous semblaient avoir une vision plus riche que celle qu'on avait nous, la tête dans notre guidon, et puis qui pouvaient venir de l'extérieur en disant oui mais attendez, Mulhouse, pour nous c'est ça, vous parlez de cette valeur mais je ne vois pas ce que vous voulez dire, etc. Bon, la veille j'en ai déjà parlé. Et du coup on en est arrivé dans nos nouveaux locaux. Alors ce que je vais vous faire voir en fait, parce que je suis allergique au PowerPoint, donc j'ai fait parce que je suis docile et qu'il fallait faire un PowerPoint. En fait ce que je vous présente là, c'est ce qui dès le début, dans les ateliers de réflexion sur l'évolution de nos métiers, est ressorti comme les éléments constituants qui devaient être dans nos nouveaux locaux. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui étaient essentielles pour nous dans l'espace. On ne savait pas où, on ne savait pas comment, on ne savait pas grand-chose. On savait qu'on voulait un espace boutique. Je vous explique rapidement pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui connaissent Mulhouse, qui y étaient déjà là, ou qui connaissent Mulhouse touristiquement. Ce n'est pas une destination touristique spontanée. Je dis assez souvent que ce n'est pas l'endroit où on part faire son voyage de noces si on n'a pas une raison précise, ou un grain, ou les deux. C'est une destination qui a une offre, qui a du potentiel, mais qui n'a pas une notoriété spontanée. Ce n'est pas une destination qu'on rattache à l'Alsace, alors que c'est la 2e ville d'Alsace, après Strasbourg, c'est un carrefour au sud de l'Alsace. Donc nous, la boutique, ça a été notre manière aussi de nous dire on va pouvoir proposer dans cette boutique des produits alsaciens, qui du coup feront passer le message aux personnes qui arrivent. Oui, vous êtes bien en Alsace. Vous ne le saviez pas, ou vous n'y avez pas pensé, ou voilà, mais vous êtes bien en Alsace. Donc en fait, quand on a réfléchi avec l'équipe, on a dit cette boutique, elle doit avoir un côté moderne parce qu'on est parti sur la modernité et plutôt la créativité, mais des couleurs plutôt traditionnelles, plutôt dans l'esprit meuble industriel parce qu'on est une ville plutôt avec un passé industriel, des couleurs qui rassurent, du bois, etc. C'était en gros le cahier des charges qu'on a filé à l'architecte et après il fallait qu'il se débrouille. Lui n'avait pas trop l'habitude de travailler comme ça. Donc ça a demandé beaucoup plus de temps de concertation, mais au final, on a quelque chose qui fait que quand les gens rentrent, ils comprennent ce qu'on a voulu donner comme valeur, plutôt que de leur avoir dit on veut un rayonnage comme ça, machin, de 5 cm, de trucs, etc. Ça, c'était le premier espace qui était vachement important, qu'on avait. Au début, on ne les a pas positionnés dans l'espace, on a travaillé sur les plans vierges, et après, une fois qu'on avait les 3 espaces que je vais lister ici, on les a mis dans l'espace, en disant celui-ci, on doit le voir de l'extérieur, ça doit être vraiment, on doit être face à un espace d'information et un espace boutique et se dire j'ai envie d'y aller, quoi. Si je veux pas y aller pour l'information, je peux y aller pour la boutique et inversement. Le deuxième espace, c'était d'avoir un espace convivial. Je le redis, c'est pas de l'autoflagellation, c'est juste de la très grande lucidité. On n'est pas un espace qui fait rêver tout seul. On a besoin d'accompagner, on a besoin d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent venir voir, ce qu'ils peuvent venir faire. Donc on a aussi besoin de leur laisser du temps pour s'approprier ce qu'on va leur dire. Ils viennent parce qu'en fait, ils vont avoir entendu parler en général de la Cité de l'Automobile, qui est le plus gros musée, la plus belle collection de Bugatti au monde, blablabla. Ils viennent pour ça, comme dans tout notre territoire, ils viennent en disant « Est-ce que vous avez de l'information sur le musée ?» Et puis finalement, hop, ils se laissent séduire par autre chose. Donc cet espace convivial, on l'a travaillé en dedans-dehors. Pareil, dans le cahier des charges, c'était d'avoir un espace qui soit déconnecté de toute information touristique classique. Pas d'affiches, pas de flyers, pas d'écran avec des promos ou je ne sais quoi. C'était un espace avec du mobilier, bon, vous le voyez sur la gauche, mobilier type mobilier domestique, comme un salon avec un meuble de living, avec une télé, et des bibelots. Alors bon, on la voit pas trop. Il y a un lien dans la présentation sur une visite virtuelle Google Maps qu'on a fait, où vous pouvez vous balader, du coup c'est plus facile à voir. Si on a un peu de temps, on pourra la regarder. Tout à l'heure peut-être, ouais, si ça vous intéresse. C'est mettre des bibelots sur les étagères, qui sont des bibelots qui rappellent notre territoire et qui font que la personne qui rentre pour un truc, elle va voir un bibelot. Alors sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a un couple alsacien qui est en fer forgé, qui assez traditionnel, derrière le monsieur sur la gauche. C'est tout bête, mais ça permet aussi de dire oui, vous êtes en Alsace. Vous ne le savez pas, mais vous êtes en Alsace. Vous ne l'avez pas, voilà. C'est des vieux livres.
C'est des guides touristiques, le guide Michelin, le guide rouge, des guides qui sont en général rarement en consultation dans les offices de tourisme, qui permettent aussi aux visiteurs de dire, ben voilà, on vous donne l'information touristique, mais autrement. Prenez le temps de vous poser. Vous avez, on a retrouvé des vieux guides en déménageant, c'est aussi voilà, des guides de 1900, visiter l'Alsace avec la route des vins qui se déplie, enfin des choses assez délirantes. Et ça permet aussi de donner un autre niveau d'information et de pas forcément être clairement dans l'information commerciale, quoi. C'est oui, effectivement, si dans cet espace-là, vous prenez le temps et que vous regardez qu'il y a d'autres choses à voir que ce que vous étiez venu faire, ben vous allez rester plus longtemps, mais vous aurez l'impression d'avoir choisi vous-même et de ne pas avoir été agressé par la communication commerciale. C'est la presse du jour, c'est le Wi-Fi gratuit, c'est une machine à café pour pouvoir prendre café, chocolat, etc. C'est une terrasse en été avec des transats et des bambous, une terrasse en bois sur l'arrière, zen, etc. Cet espace, au début, on ne l'avait pas positionné. Finalement, quand on a vu les travaux, on l'a positionné sur l'arrière du bâtiment. Pas sur la rue, dans un endroit dégagé du flux touristique. On a beaucoup réfléchi. Il y avait une idée de mettre les toilettes derrière, mais ça nous dérangeait d'avoir le flux des toilettes qui traverse l'espace convivial. Donc en fait, on a vraiment d'abord réfléchi sur les valeurs et ensuite, on a réfléchi sur l'endroit où on voulait les mettre. Et le dernier espace, bon, enfin qui est le premier, mais bon, là, je termine par le gros morceau, c'est l'espace de conseil et d'information. Alors dans le dossier de presse de présentation de nos nouveaux locaux, bon, c'est l'aspect un peu teasing presse, on avait un titre qui était d'un espace d'accueil vers un espace de conseil et d'information. Nous, ça a été un changement radical dans nos manières, dans les valeurs qu'on voulait porter. Dès le début, l'équipe sans parler de, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, c'était pas tellement l'outil, on veut une banque d'accueil, on veut pas de banque d'accueil. Moi, je voulais sortir de ce débat-là parce que souvent, quand on dit aux équipes réfléchissez sans banque d'accueil, c'est hyper anxiogène. Elles se disent ah oui, mais comment on va travailler? Donc moi, je voulais qu'on sorte de ça. C'était juste comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et du coup, dans ce qu'on voulait transmettre, une des demandes, c'était de ne pas être dans de l'accueil, c'est-à-dire vous venez vers moi, bonjour, je vous accueille, mais vers du conseil, c'est-à-dire c'est moi qui viens vous voir et qui vous dit, voilà, c'est moi qui vous accueille chez moi, vous êtes rentré dans mon office de tourisme, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue chez nous, et je suis là pour vous. Je ne sais pas si c'est des fois c'est un peu ésotérique comme ça, mais c'est vachement important parce que finalement ça a modelé tout l'espace. Donc dans cet espace, du coup, au final, après, quand on a déroulé la réflexion, il n'y a plus de banque d'accueil. Il y a des présentoirs que vous voyez à droite à gauche qui sont des présentoirs qui ont été faits sur mesure par l'architecte les a dessinés et un menuisier local les a faits, c'est en bois. Donc derrière, vous avez du stock de brochures sous le truc noir. Et puis c'est surtout des présentoirs qui sont hyper modulables, ils sont sur roulette. Donc si on veut les dégager de l'espace, on les fout dans un coin. On a fait un concert de musique tango dans le cadre d'un festival de tango. On a mis tous les présentoirs dans un coin. L'année prochaine, on envisage d'organiser des soirées un peu décalées pour faire la promotion de ce qu'il y a autour de Mulhouse. Donc c'est pareil, l'espace, du coup, je reviendrai tout à l'heure, devait devenir un espace de vie. C'est alors aussi une grosse frustration, c'est quand on a réfléchi l'espace, on s'est dit mais en fait on réfléchit maintenant, mais en fait on ne sait pas du tout ce que ça sera dans 6 mois, dans 1 an. Si ça se trouve on va dépenser des milliers d'euros maintenant et en fait on va avoir un truc qui sera obsolète dans 6 mois. Donc du coup une des contraintes qui a été très très forte pour l'architecte et pour l'équipe, c'était l'hypermodularité. Donc les présentoirs sont sur roulette. Là on le voit pas très bien, en fait le fond noir c'est de l'ardoise. Et vous avez des rainures, en fait, comme dans les magasins classiques. Et on vient clipser les porte-brochures qui sont en plexi, qui sont des porte-brochures classiques que vous trouvez dans des magasins ou dans des sites de correspondance. Et du coup, on peut moduler comme on veut. C'est-à-dire que si demain, on a, je sais pas moi, la reine d'Angleterre qui débarque, on dégage un présentoir et on fait bienvenue à la reine d'Angleterre sur le panneau. Faut avoir l'ambition quand même. Toujours. Et ils ne communiquent même pas sur le marché anglais, donc vous imaginez. On enlève les présentoirs, on met voilà, bienvenue à vous, bon plan du jour, aujourd'hui il fait beau, etc. On prend les docks qui sont classés peut-être par hébergement, etc. On va faire nos coups de cœur du jour. Voilà. C'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'hyper modulable. Déjà parce que c'est plus simple et ensuite parce que c'était quand même une dépense importante, donc il fallait aussi réfléchir dans la durée. Les trucs verts que vous voyez derrière, je dis trucs parce qu'en fait, nous, entre nous, on les appelle des modules.
et on leur trouve pas de nom parce qu'en fait c'est des choses qui sont là dans l'espace, qui fonctionnent très bien, mais qui du coup n'ont pas de nom parce qu'en fait c'est pas une banque d'accueil, c'est des modules d'accueil qui ont remplacé, donc il y en a 3. C'est pareil, ça a été fait sur mesure. Le cahier des charges, c'était d'avoir quelque chose qui soit ouvert, qui permette la rencontre, qui permette de travailler assis debout, qui intègre un espace handicap sans que ce soit stigmatisant, à tel point, juste pour l'anecdote, que quand on vient de recevoir les 4 labels tourisme handicap, quand l'auditrice est passée, elle ne croyait pas que c'était accessible, parce qu'en fait c'est tellement taillé dans la masse, c'est comme une espèce de sculpture verte et blanche, que du coup elle ne croyait pas que c'était adapté. Et l'autre anecdote, c'est qu'au final, c'est l'espace que vous voyez devant, c'est l'espace le plus utilisé par tout le monde, qui à la base est l'espace handicapé, qui en général est le moins utilisé. Bon bref, je referme la parenthèse. Donc ces espaces-là, c'est des espaces sur lesquels on devait pouvoir vendre un city pass, réserver une chambre d'hôtel, une prestation supplémentaire, déplier un plan, etc. Et l'idée, c'était que surtout, quand les visiteurs sont tout seuls, quand les conseillers en séjour sont occupés ou je ne sais quoi, ça puisse être, ça ressemble pas à un truc vide. C'est-à-dire que du coup, ce soit un espace que les gens puissent utiliser. Donc vous voyez un écran dessus, c'est un écran tactile, et l'idée de base qu'on avait, c'était de dédier ces écrans tactiles au site de séjour J'ai envie d'eux, de manière à ce que les personnes puissent se renseigner elles-mêmes sur ces écrans qui seraient bloqués sur J'ai envie d'eux, contrairement à un autre endroit où on a des iPads en libre service et où ils peuvent aller voir ce qu'ils veulent, pour que du coup ce soit vraiment des espaces de conseil, soit tout seul, je me conseille, je cherche quelque chose tout seul, soit je demande l'aide de quelqu'un et dans ce cas-là, on se met un peu plus en retrait sur ces modules d'accueil. Je crois globalement que j'ai fait le tour. Donc du coup, j'ai fait un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Dans cet espace de conseil d'information, dès le début, dans la recherche de l'équipe, c'était d'avoir la doc en libre service. Ça aussi, c'était un choix stratégique. Est-ce qu'on demande aux visiteurs de venir nous voir au comptoir, enfin au comptoir ou ailleurs, en se disant, s'ils viennent nous voir pour un truc, on va pouvoir leur dire, mais il y a aussi ça. Et notre réflexion à nous, qui encore une fois s'adapte à notre stratégie, et je pense qu'il ne faut pas faire de copier-coller, c'est vraiment à chaque fois de voir les choses en fonction des stratégies de territoire. Nous, ça a été de nous dire, arrêtons de vouloir mobiliser l'équipe. Ça saoule l'équipe, ça saoule le visiteur, de forcer entre guillemets des choses dont les gens n'ont pas forcément envie. Faisons le pari que le visiteur qui vient pour chercher un plan de ville, plutôt que de l'obliger à passer par nous, du coup les plans de ville ils sont en face de l'entrée, à 2 mètres de l'entrée, vous avez un grand poteau avec les plans de ville. Celui qui veut prendre un plan de ville, il prend son plan de ville, il se barre. Sauf que le pari qu'on a fait, c'est que quand il rentre, et qui voit qu'il y a 150 brochures en libre service, des écrans, un espace convivial, une équipe qui lui dit bonjour monsieur en venant vers lui, peut-être que finalement son plan de ville, il va faire 2 pas sur la gauche pour voir l'espace, et dans ce cas-là, on a gagné, et il sera plus réceptif que si on l'oblige à passer au comptoir en lui disant voilà, vous cherchez quelque chose sur le plan de ville, et il dit non, c'est bon, je me débrouille tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait. Les iPads en libre service, j'en ai parlé, les écrans d'accueil, c'est pareil. Alors, vous remarquez que je ne parle pas d'outils en fait. Peut-être que je parle un peu d'outils. On va parler de J'ai envie d'eux rapidement, enfin après pour que vous voyez le lien. En fait, vraiment dans notre réflexion, si je ne parle pas d'outils, c'est que j'ai mis du temps personnellement, enfin professionnellement, à rentrer dans une démarche e-tourisme stratégique pour Mulhouse, parce qu'en fait, j'étais effectivement très handicapé par cette réflexion d'outils. Moi, je suis très cartésien, c'est pour ça que je me plais très bien en Alsace. J'ai besoin de savoir où je vais avant de savoir comment j'y vais, en fait. Et je voulais pas imposer à l'équipe de dire « Ah oui, mais ce serait vachement bien qu'on ait un super écran d'accueil », sauf que qu'est-ce qu'on dit dessus, pourquoi, à qui, etc. Donc effectivement, on a des écrans d'accueil, on en a un qui accueille les gens à l'entrée, bienvenue, voilà la météo du jour, on est telle date, etc., le bon plan du jour. On a un écran dans l'espace convivial qui fait passer des bons fils, des petits clips, des belles photos, toujours dans une ambiance je te fais voir ma destination mais je ne te la vends pas. Et on a un écran dans l'espace enfant qui fait passer des idées ou des choses adaptées aux enfants. L'espace enfant, c'était vachement important aussi. En 2 mots, on le verra peut-être tout à l'heure, mais en gros, on voulait que les enfants deviennent des prescripteurs, qu'ils arrêtent d'emmerder leurs parents qui n'arrivaient pas à se concentrer pour avoir de l'information, que du coup, au pire, les parents disent « Tiens, tu sais quoi, va jouer là-bas pendant que je me renseigne », donc sont plus réceptifs, et au mieux, puisque du coup on a des présentoirs adaptés à la taille des enfants, que le gamin vienne avec le truc du parc zoologique et botanique et
maman, je voudrais aller voir le zoo. Nanana. Et que du coup, les parents sont pris au piège et ne peuvent plus rien faire que d'aller au parc zoologique. Voilà. Donc des enfants heureux, c'est des parents heureux, c'est des vacances qui se passent bien, on reste plus longtemps, qu'on s'aime plus, etc. Un back-office séparé, ça c'était vachement important aussi, c'était un choix stratégique. Je reviens peut-être juste en arrière si j'y arrive, vite fait. Voilà. En fait, l'espace de conseil d'information, c'est un espace de conseil d'information. Vous n'avez pas de gestion de standard, vous n'avez pas de gestion de courrier, vous n'avez pas de gestion d'envoi de doc en nombre, vous n'avez pas de relation client qui se passe en arrière-boutique. Vous êtes là pour le client, pour lui. Ça a été aussi pour nous un changement radical. C'est compliqué, on en reparlera tout à l'heure sur l'organisation. Du coup, on a un back-office derrière, avec une vitre, avec une vitrophanie dessus, qui fait qu'en fait, nous, on voit du back-office qui se passe et les gens qui rentrent, et eux voient vaguement qu'il y a quelqu'un derrière la vitre, mais ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Ils voient qu'il y a du monde, ils se sentent surveillés, et du coup, nous, on sort de ce back-office. Ce qui fait que le bazar qu'on avait tous, qu'on avait nous, et que vous avez sûrement peut-être encore sur la banque d'accueil, quand il faut faire des envois en nombre, ou la fille qui, parce qu'elle travaille sur un dossier, sur le SIT, sur tout un tas de choses, a à côté de son ordinateur tout un tas de trucs, et qui se lève ou qui accueille le client très bien avec un sourire, un bonjour, etc. Et le client se dit « Oh là là, mais je suis en train de la déranger en fait ». Ça, c'est des choses que nous, on voulait abandonner. Alors, c'était compliqué à organiser. Et là aussi, ça fait partie des choix vraiment stratégiques. Du coup, j'ai fait bugger le truc. Ouais. Mais j'ai fini en fait sur cette partie-là. Puisque le reste, en fait, ça va sûrement aller un petit peu plus vite, puisqu'on vous en avez déjà parlé. J'arrive à l'outil, c'est que du coup, de ce cahier des charges de ces nouveaux locaux, on est arrivé à un outil en se disant, maintenant, on a l'esprit de nos locaux, il nous manque un truc pratique, et ça a été une demande de l'équipe d'abord. Je dis volontairement un truc parce qu'on ne savait pas ce que ce serait, que le touriste peut utiliser en mobilité, que les prestataires peuvent utiliser pour conseiller leurs clients plutôt que de leur dire toujours les 3 restaurants parce qu'ils ont des accords commerciaux avec eux. Que nous, nos équipes puissent utiliser, parce que le problème c'était que si elles étaient en mobilité, ben, il fallait qu'elles puissent avoir quelque chose. Qu'on était en train de réfléchir vraiment le rêve pour demain, et le rêve pour demain c'était, mais ce serait vachement bien qu'on ait un truc où on ait toutes les informations qu'on n'ait plus besoin d'avoir en tête, et que du coup on puisse vraiment se concentrer sur la relation client du style, quel est le restaurant ouvert le mardi soir. Franchement, de mémoriser que le mardi soir, le restaurant machin, il est fermé, etc., ça prend de la place dans le cerveau. On n'arrive pas à le faire bien, ça change tout le temps. Autant confier ça à l'informatique qui sait très bien gérer, comme ça l'équipe, elle peut faire ce qu'elle sait faire, c'est le conseil. Et le visiteur, voilà. La demande, c'était d'avoir quelque chose qui soit géré depuis notre SIT. Il n'était pas question d'avoir un back-office, une triple, quadruple saisie, etc. En responsive web design, on en a parlé hier, puisqu'il fallait que ce soit pratique, que ce soit quelque chose qui s'adapte pour tout le monde, sans back-office, je l'ai dit. Simple, on en a parlé hier. Ludique, parce que c'est aussi plus sympa de faire passer un message par quelque chose de ludique. Et j'ai vraiment cassé la manette. Sans l'exhaustivité, on en a parlé hier. Et au final, de ce truc, on est passé à un site, qui est le site J'ai envie d'eux, en faisant le constat que nos sites institutionnels, c'était finalement des sites fourre-tout, sur lesquels on mettait tout pour surtout faire plaisir à tout le monde. Alors d'abord à nos prestataires, souvent, ensuite à nos élus, ou d'abord à nos élus, ensuite à nos prestataires, et puis à un moment, on se dit « Ah merde, c'est vrai, il y a un touriste ». Du coup, on a retourné le truc en se disant nous, notre métier, alors bon, c'est un discours qu'on entend depuis un petit bout de temps, mais notre métier, c'est d'abord le touriste. Si le touriste est content, les prestataires seront contents et les élus seront contents. Bon, des fois, il faut l'expliquer longtemps, mais... Et du coup, en se disant, mais justement, cet outil dont on est en train de parler, dont on ne sait pas trop à quoi il va ressembler, finalement, ce ne serait pas un truc qu'on essaye de faire aujourd'hui sur notre site institutionnel et qui ne fonctionne pas. Et du coup, on a développé ce site de séjour, dont on a parlé hier, et je vais laisser la parole à Christophe pour qu'il le rentre un peu plus dans l'organisation du site, qui est devenu pour nous, qui était vraiment d'abord une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut porter comme valeur, comment on veut accueillir les visiteurs et comment on veut leur parler de nous, et finalement avec quel support, quoi, avec quel outil. Voilà. Merci Guillaume. Non, reste près de nous. Alors, ouais, vas-y, j'ai 7 minutes, juste pas le refaire un peu plus tranquillement qu'hier.
Ce site, volontairement, on a fait un site, on n'a pas fait une appli. On l'a entendu beaucoup. Hier, c'est des questions, on nous a dit pourquoi vous n'avez pas fait une appli. Volontairement, on vous l'a dit, il a adapté les Web Responsive Design. Et puis, on s'est dit, les applis, c'est noyé dans la masse, on ne va pas nous trouver. Et je pense qu'on a fait le bon choix. On a aussi maillé nos territoires en Wi-Fi, ce qui fait que ça va permettre aux touristes en mobilité sur nos territoires de pouvoir utiliser ce site web. Il est aussi, on a oublié de le dire hier, il est traduit en 3 langues. Anglais, allemand. Enfin, il est traduit en français, c'est bon ça. Donc, non, il n'y a pas l'alsacien. On l'a essayé, mais c'est trop compliqué. Le principe, très facile. Vous sélectionnez votre envie. Vous sélectionnez... Ah oui, on peut donner quelques envies. Donc, il y a aller voir ailleurs. Alors ça, c'est super important. Aussi pour vous, Office du tourisme ou département ou région. Merci. C'est qu'on n'est pas resté focalisé sur notre destination. Quand vous allez sur J'ai envie de Kaisersberg, vous avez des fiches de Mulhouse, mais vous avez aussi des fiches d'Allemagne. On a un gros parc d'attractions qui s'appelle Europa Park, est présent sur cette thématique, surtout pour occuper les enfants. Tout est basé sur notre LEI, et ça, je peux vous dire que sans cette base de données, on n'aurait rien pu faire. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on a fait faire des fois des 360 degrés et des grands écarts à une base qui, des fois, c'est un peu dur. Pour nous, on dit, ouais, c'est facile, tu vas chercher tel critère et tu le mets. Donc, c'est vrai qu'on a des sociétés qui ont bossé avec nous, qui ont fait un boulot de fou là-dessus. Notre réseau Alsace aussi, qui nous a beaucoup aidés. Donc, allez voir ailleurs, ne rien faire. Manger, parce qu'effectivement, qui n'est jamais sorti de son conseil d'administration, de son comité directeur, et dire il est 21h30, purée, où c'est qu'on peut aller manger? Juste sur l'idée de ne rien faire, par exemple. On s'est posé la question, et en fait, j'ai envie de rien faire. Ça peut faire sourire, sauf que le touriste qui, le matin, se dit « Oh, ce matin, j'ai envie de glander », si il va voir « J'ai envie de ne rien faire », et sur ne rien faire, on a les spas, les parcs et jardins, etc. Ben, peut-être qu'en fait, au lieu de ne rien faire dans son chambre d'hôtel ou je ne sais où, il va aller ne rien faire dans un parc et jardin pour lire son bouquin, et que du coup, il va aller manger au resto après, il va avoir envie de faire autre chose, etc. Donc c'était vraiment des réflexions, vraiment d'augmentation de consommation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur la qualification de ne rien faire. Aujourd'hui, on a fait le choix, que ce soit Guillaume ou nous, moi j'ai une personne dans l'équipe qui a qualifié. Enfin, je ne vais pas dire qu'elle a été mettre les petites cases, mais qui a réfléchi en disant celle-là, elle va dans occuper les enfants, celle-ci, elle va dans ne rien faire. Donc, ce qui fait que, ou dans les deux. Donc c'est effectivement une seule personne aujourd'hui qui l'a fait. Après, il y a eu un gros boulot d'équipe pour qualifier effectivement, pour le faire, hein, parce que vous imaginez bien que ça ne se fait pas. Nous, on a dû qualifier 1600 fiches. On a aussi, ça ne se voit pas, il y a un planning d'ouvert ou fermé qui est donné à chaque prestataire. Donc notre travail dans les mois qui vont venir, aujourd'hui c'est l'Office du tourisme qui l'a fait, c'est d'aller expliquer l'intérêt aux restaurateurs. D'habitude il est ouvert jusqu'à 21h, mais voilà, on est au mois de novembre, il fait gris, parce que ça arrive des fois aussi en Alsace qu'il fasse moche. Et puis, allez, 20h30, j'ai 0 client, je ferme. Ben là, l'éducation, c'est de lui dire, allez sur votre petite administration, fermez votre établissement, comme ça on est sûr que quelqu'un qui est en train de se balader dans les rues de Mulhouse ne va pas venir faire 600 mètres grâce à Google Maps pour venir manger dans votre établissement. Une démarche similaire à Mulhouse, hein, pour nos locaux, là je reviens juste un peu en arrière. Oui, si, c'est bon. Nous, on a fait l'inverse de Guillaume, c'est qu'on a réfléchi sur les outils, et nous, pareil, alors je te rassure, nous, c'était 53, l'Office de tourisme, hein, qui n'a pas évolué. Moi, j'ai une moquette qui date à peu près de 35 ans, donc je suis assez content. Ça y est, on va passer de 40 mètres carrés à 90 mètres carrés, tout neuf, architecte d'intérieur qui bosse sur le projet. On est en train de faire bosser les équipes dessus, et puis on espère que ça sortira en mai 2014, contrairement à ce que dit Guillaume, avec les élections. Moi je pense plus que ce sera juillet, mais bon, on verra. Et puis le numérique chez nous aura une place importante.
Je vais repasser la parole à Guillaume pour ces constats. Ce que j'ai oublié dans J'ai envie d'eux, la météo, c'est un flux qui vient. Aujourd'hui, on s'aperçoit, on travaille, je ne sais plus avec qui, mais je crois que ouais, c'est ça. Et on va vraiment bosser avec Météo France. Ok, ça a des coûts, mais la météo sera beaucoup plus fiable sur le flux qui arrive. Les transports en commun dans le milieu rural, nous, malheureusement, il n'y en a pas. Guillaume, là, eux, oui. Les horaires de tram, les horaires de bus, les horaires d'avion, on part pas en avion. Ouais, mais c'est bon. Juste si vous venez en TGV, en court séjour chez nous, vous venez en TGV, vous n'avez pas votre transport en commun, ça détermine ce que vous allez faire. Vous n'allez pas aller manger dans le restaurant où il faut marcher 3/4 d'heure depuis l'arrêt de tram. Donc voilà, autant pas leur proposer puisqu'ils ne peuvent pas y aller. Et moi, j'en terminerai. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les équipes à l'accueil ont approprié l'outil. Elles l'utilisent avec des tablettes. On a mis des écrans tactiles. Pour l'instant, on n'y va pas. Ouais, chez nous, pour l'instant, les gens n'y vont pas directement. Peut-être un problème de signalétique, peut-être la peur de ne pas comprendre qu'il est tactile. Mais en tout cas, je peux vous dire que les experts de la destination, ça c'est vraiment ce que je vais garder. Moi, je crois que le mot conseiller en séjour, je vais l'enlever. Je vais mettre l'expert de la destination. Elle utilise l'iPad qui est là, elle montre aux gens, et après les gens vont sur l'écran tactile. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Et ça, c'est un peu notre crainte avec Johanna qui est chargée chez nous du projet, et Guillaume partageait un peu aussi la même crainte avec Bénédicte. Et ça, aujourd'hui, ça marche, et ça, c'est la meilleure satisfaction qu'on peut avoir, parce que faire des outils, si on ne les utilise pas, et les statistiques aussi, on a regardé tout à l'heure, on vous remercie, vous étiez plus de 700 hier à aller dessus, mais en tout cas, ça marche localement grâce à notre Google à nous, qui est les prestataires, parce que ça, ne l'oubliez jamais, ce projet, il marchera que si les autres l'utilisent et communiquent dessus, parce qu'on a des petits budgets. Bon, Mulhouse, non, ils ont beaucoup plus de moyens, mais... Donc voilà, en tout cas, le constat. Ça fait le lien effectivement avec les premiers constats. Alors c'était assez intéressant de faire le parallèle entre le nouvel office de tourisme. Nous, on est rentré dans des nouveaux locaux en janvier. Donc on a vécu la basse saison, on a vécu le printemps, on a vécu l'été. Et le site qui a été mis en service fin juin. En fait, je vais pas lire la slide, vous l'avez, vous savez lire. En fait, le constat qu'on fait, pour les deux, c'est assez lié. C'est que finalement, c'est plus de temps, plus d'informations, plus de monde, plus de conseils, plus de vie pour l'un et l'autre, plus de qualité, et que finalement, que ce soit sur l'outil ou sur les locaux, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes constats positifs. Dans les points d'amélioration, c'est exactement la même chose. On se rend compte qu'on a besoin de plus de formation des équipes, parce que c'est quand même des changements radicaux, plus de formation des prestataires, plus d'organisation à penser, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est moins confortable, c'est moins sécurisant peut-être, donc il faut plus le construire, il faut plus le réfléchir. Et alors, une chose, Christophe disait, à Kaisersberg, l'équipe l'utilise sur des tablettes. Nous, vous l'avez vu, il n'y a pas de tablette pour le moment pour l'équipe. Ça a été un choix qu'on a fait ensemble. Donc nous, il y a la question du réflexe. L'équipe est super fière de l'outil. Depuis hier soir encore plus, merci à vous. Mais pour autant, cet été, par exemple, on a vachement bossé avec elles parce qu'elles avaient du mal. Quand on leur dit, mais voilà, je cherche un restaurant pour ce soir, en fait, elles ne pensent pas aller en 3 clics, aller voir, on va dire, présélectionner la liste des restaurants. Et du coup, elles disent, ah oui, mais alors, attendez, on est mardi, alors attendez, je regarde dans la brochure. Donc ça, c'est ce réflexe-là à avoir. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus, qui était une crainte qu'on avait quand on parlait de l'outil numérique, c'est que ce soit pour nos nouveaux locaux ou pour ce site, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin de plus de personnel et de plus de personnel qualifié. Parce qu'au final, la relation de conseil, la relation d'accompagnement, elle prend du temps, elle demande à être formé, à être compétent, et que les nouveaux locaux et ce site nous obligent, c'est très bien, à revoir notre organisation et à confier plus de personnel à cette tâche-là. Je n'ai pas encore validé mon budget de l'année prochaine, mais je pense qu'on aura une embauche de conseiller en séjour en plus, alors qu'on n'a pas fait d'embauche depuis des années. Et on a une personne en alternance qui va s'occuper de l'amélioration et de l'optimisation de J'ai envie d'eux tout au long de l'année, avec rentrer l'information dessus, pour aider l'équipe qui, du coup, est mobilisée sur tout un tas de choses. Donc c'est presque, j'allais dire, 2 créations de postes
en année de fonctionnement N+1 sur ces 2 projets-là. Donc ça, c'est super important. Merci, je m'attendais à un tonnerre d'applaudissements. C'est tombé quand... Ils sont peut-être réveillés. On a dit, c'est quand même Charlet et Dino au Palais Beaumont, c'est pas de la déconnade. Merci les gars pour ce témoignage. Je retiens 3 éléments clés. Le mot expert de destination, on va le tweeter, on va voir ce que ça va donner si la mayonnaise prend. Je retiens, on voulait pas faire de l'accueil mais du conseil. Et derrière, surtout une méthode de travail en créativité, mais pas en créativité avec un archi de technicos et le manager, mais de la créativité avec ces experts de la destination pour produire justement un espace convivial d'accueil qui correspond aux besoins des clientèles, mais au confort aussi de travail des conseillers en séjour et après du coup de l'adaptation, de la formation, etc. Vous êtes à peu près d'accord Ok, on va partir sur ça. On garde un peu tout ça en tête. On va enchaîner avec un peu le benchmark, les idées d'outils et de services qui sont ressortis un peu durant ces 2-3 dernières années dans les murs et hors les murs des offices de tourisme. On va pas expédier, j'allais dire expédier, mais c'est pas le bon terme. On va essayer de voir ça. Il y a certains outils qui ont été déjà vus dans des tendances, donc on va essayer de les faire passer assez vite. Et on va se garder donc ce quart d'heure à la fin pour pouvoir discuter, peut-être manger 12h30, 12h35 avant de partir, selon les interactions qu'on pourra avoir ensemble. Donc c'est parti sur les panoramas. Préambule, je ne vais pas détailler cette slide-là, mais c'est vraiment pour qu'on parte de ça. On va parler d'outils là. Il va y avoir 9 entrées, mais on va peut-être avoir, je n'ai pas compté, mais il y a peut-être une trentaine d'exemples à la volée. Mais à chaque fois, l'outil ne sera jamais déconnecté de la stratégie en amont. Et on va réfléchir pourquoi on le fait, séduire, informer, conseiller, etc. Pour qui? Pour les visiteurs, pour le conseiller en séjour, qui a une tablette qui va pouvoir conseiller, pour les locaux, pour le prestataire, et c'est pareil, on va réfléchir aussi pour où. Je vous parlais tout à l'heure du schéma d'accueil et de diffusion de l'information. On va réfléchir à où mettre l'information et où mettre l'accueil, dans l'office, chez les prestataires, dans d'autres lieux de passage ou de visite, ou encore en autonomie, quand je vais avoir un visiteur ou un local qui va se connecter par exemple à J'ai envie d'eux. Et après, pour quel objectif? C'était signalé aussi, on n'a pas forcément la culture d'évaluation des objectifs, des indicateurs, mais c'est par ça qu'on peut continuer à innover, faire évoluer les outils. Et comme vient de le souligner Christophe, c'est l'exemple qu'ils ont avec J'ai envie d'eux, je vais avoir un recrutement et je vais pouvoir analyser et optimiser l'outil pour aller plus loin et pour peut-être fidéliser, enrichir mon CRM, traquer le client, etc. Donc il faudra qu'on garde en tête à chaque fois ça. Parce que moi, je ne suis pas non plus un technicien, et quand on va aborder les différents thèmes, l'idée, c'est de pouvoir recoller à ces quatre entrées. Tout d'abord, première entrée, c'est au niveau de l'accueil à l'hôtel. Avant tout outil, on a déjà des missions dans les offices de tourisme. On va avoir l'accueil physique, l'accueil téléphonique, l'accueil par mail, on va avoir la billetterie, on va avoir la boutique, on va avoir les démarches qualité, on va tourisme handicap. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses à structurer. Donc, avant de se lancer dans un gros chantier d'accueil numérique, il faut déjà avoir posé un peu le fonctionnement général pour avoir une démarche relaxe autour de l'accueil numérique et avoir du coup les employés et toute une dynamique d'équipe pour aller vers ce projet. Premier exemple, l'accueil assis, 2011, l'Office de tourisme de Médoc-Océan à Lacanau qui a mis en place les accueils un peu à l'écart. C'est pas l'accueil aussi, tout le monde va me dire oui, l'accueil assis, on va super en termes d'innovation, super panorama, ça démarre au taquet. L'idée là, c'est surtout, j'ai beaucoup de flux pendant l'été. Ce flux, je vais avoir un pré-accueil qui va me pouvoir, avec un conseiller volant, qui va pouvoir faire un peu le tri des questions rapides. Et dès que je vais avoir une transformation économique, une demande de prestation, une réservation, je passe à l'écart du flux sur un conseil assis, tranquillement, posé, comme on a l'exemple là, un conseiller en séjour qui a le temps de discuter sans avoir un peu le côté anxiogène de la foule derrière eux. Autre exemple, ça nous vient de cette année. L'exemple a été aussi à Mulhouse, on l'a vu, c'est le comptoir dématérialisé. Ça fait écho à la tendance tout à l'heure, la fin des murs de Berlin. On a des îlots mobiles, donc modulables. À un moment, ça peut redevenir un comptoir.
À un autre moment, on peut bouger un espace, la calendaire des dépliants, etc. Et toujours dans l'office de tourisme, je vais pouvoir du coup me répartir les flux en fonction aussi de qu'est-ce que je veux mettre en avant, ou si je suis en train d'accueillir en groupe, ou c'est la période des vacances scolaires, donc je sais que je vais avoir beaucoup de monde, j'essaye de répartir. Ou aussi, un autre truc qu'on voit beaucoup quand on va faire de l'accompagnement sur les offices de tourisme, il y a 3 postes dans l'office de tourisme. À un côté, j'ai la billetterie, puis j'ai le grand comptoir, et puis on a mis un conseiller assis. Ben ouais, mais sauf que ça marche que pendant la grande période estivale. Le reste de l'année, j'ai 3 postes de travail dans l'espace d'accueil, mais j'ai personne derrière. J'ai une seule personne. Donc du coup, j'ai un mix entre un lieu d'accueil, un lieu administratif, un lieu de rangement, parce que derrière, on voit les classeurs et tout qui se lient aussi à l'espace visuel. Et donc voilà, avec les îlots, je vais pouvoir moduler mon espace d'office de tourisme. Sur ça, je ne vais pas trop loin, mais Mulhouse, Gruissan, beaucoup d'offices de tourisme mettent en place ces fameux espaces de convivialité où on va retrouver de l'eau, du café, on va pouvoir s'asseoir, on va pouvoir avoir un écran qui va faire une offre de séduction, qui va pourquoi pas pousser à des visites guidées, à ce qu'il faut écouler dans la boutique, faire du push à la vente. On va être tranquille, je vais y afficher qu'il y a le Wi-Fi dans mon office de tourisme et je vais avoir des espaces comme ça, des services plus proposés pour relaxer un peu le client et le mettre en situation d'acheter, parce qu'on n'est pas là pour distribuer des pins, on est là pour vendre son territoire et ses prestataires. Je vous passe une petite vidéo du coup d'une petite minute. Les moins de 25 ans demandent ce que c'est qu'un pins. Exemple de Val Thorens, assez bien faite, une petite vidéo illustrant un peu tout ça. À Val Thorens, dès le samedi, quand vous arrivez, puisque généralement les gens arrivent le samedi, on vous attend dans la rue avec des tablettes, et les tablettes vont vous permettre de retrouver tout de suite votre hébergement, je dirais de manière simple et efficace. Et puis, s'ils le souhaitent, on peut continuer la discussion en lui faisant voir par exemple la piste de luge à Val Thorens, qui est la plus longue piste de luge en France, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, comment ça se passe. Par exemple pour la luge, ça lui permet de se rendre compte du produit, de la vitesse, d'être vraiment dans l'action. Et c'est beaucoup plus concret que si on l'explique verbalement. Alors donc la demoiselle m'a montré les sentiers piétons, ça c'est assez bien fait, on peut se repérer assez facilement dans la station. Le client il multiplie les sources de connexion, il se connecte avec son PC via le Wi-Fi, il se connecte sur son téléphone et sur son téléphone il peut aller sur le site mobile de Val Thorens ou sur l'application de Val Thorens, il peut se connecter avec une tablette numérique et l'enjeu pour nous c'est de lui faire voir justement ce qui se passe en temps réel dans la station et on rajoute même une vingtaine d'écrans dans la station où on peut pousser les messages qu'on veut avec le programme d'animation du jour, le programme de demain, la météo, tout ça pour donner un service optimal et une info optimale au client. Donc voilà pour l'exemple de oups, la boulette. Pour l'exemple de Val Thorens, qui va un peu aussi, donc c'est dans le cadre d'une playlist où il y a plusieurs, vous aurez le lien aussi directement, où il y a plusieurs exemples de vidéos de personnes qui ont filmé leur accueil numérique en expliquant un peu les idées que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc voilà, pour l'exemple, je ne vais pas plus loin. Hop. Deuxième entrée, c'est l'accueil sur rendez-vous. L'exemple de Cognac qui a été vu hier. Alors je vais faire 1 minute, ce sera très court du coup. Où ils ont lancé une procédure de j'ai mon client, on réfléchit au scénario du client. Mon client qui est venu sur Internet ou qui a fait une réservation, ou l'office de tourisme du coup récupère ce mailing ou quoi que ce soit, et va faire dans un welcome mail une proposition de on peut prendre rendez-vous à votre arrivée pour formaliser un acte de renseignement personnalisé. Et d'où une valeur ajoutée. Ça a été en test. Il y a un article qui est sorti sur le blog e-tourisme très récemment cet été. Et je crois qu'en bilan, c'est à peu près une dizaine ou 11 accueils individualisés qui ont été faits. Ça soulève quelques thématiques qui pourront être vues tout à l'heure. C'est que oui, mais quand j'ai beaucoup de flux, comment ça se passe ? Il y a l'amplitude horaire aussi pour pouvoir accueillir tout ça. Enfin voilà, les périodes aussi, parce que si je suis sur un lieu de location samedi à samedi, je vais avoir beaucoup de flux, etc. Donc autre solution, pourquoi pas aller vers ce qu'il y a comme deuxième petite photo, de l'accueil personnalisé, individualisé, mais à distance avant que je prenne la route et que j'arrive sur la destination. Skype, Google Hangouts, n'importe quoi, on peut trouver des solutions dans ce sens-là. Troisième entrée, c'est l'accueil déporté.
Le point immobile, rendez-vous au Congrès national Office de tourisme de France en octobre, où il sera justement présenté officiellement tout le dispositif en immobilité porté par donc le réseau des offices de tourisme. Et le point immobile, c'est l'idée, je vais mettre chez un prestataire de l'information touristique, numérique ou papier. Je vais permettre aux clientèles de pouvoir recharger leur support mobile. Et surtout, je vais pouvoir mettre à disposition du Wi-Fi. Bonus, si c'est du Wi-Fi territorial, on va dire bingo. Et surtout, derrière, on a une signalétique officielle qui reprend notamment le I des offices de tourisme. Et du coup, je vais avoir des lieux officiels de diffusion d'informations touristiques sur le territoire. Quatrième entrée, c'est l'accueil mobile. Et là, exemple de set qui a été beaucoup vu aussi pendant l'été parce qu'il y a eu pas mal de publications. Je vais pouvoir donc être sur les autres lieux de passage et toucher les 80-90% de clientèle qui ne passeront pas à l'office quand ils viennent sur la destination, et équiper le guide les événements de la semaine, une brochure quelconque sur un événement, pourquoi pas équipé d'un iPad où on a tout le contenu en dur. Je vais pouvoir aller à l'encontre des clientèles sur des lieux de passage intéressants comme la plage ou etc. Bien identifié avec le t-shirt logoté de l'office de tourisme, je vais aller vers le client pour lui donner de l'information. Autre exemple, l'histoire des triporteurs. Là, il y en a à foison. Il y a le lien aussi de la photothèque, c'est un Pinterest où on retrouve plusieurs exemples d'offices de tourisme, d'offices de tourisme mobile. Donc, il y a Grenoble, Toulouse, Tarbes, La Flèche, Lens, Sables-d'Olonne, Île-de-Ré, etc. Depuis 2 ans, ces triporteurs commencent aussi à être bien mis en avant. Là aussi, on va pouvoir retrouver à la plage, sur la place du Capitole, le jour du marché à un autre endroit. Et on va être aussi, pourquoi pas, le triporteur qui est, ce que je disais tout à l'heure, le samedi matin, quand les familles arrivent au camping, ou le samedi après-midi pour faire le checking, j'ai un agent, un conseiller en séjour qui vient là pour donner de l'information et faire du rendez-vous personnalisé, mais en ayant été vers le client. L'exemple, là je reviens pas dessus, on en a parlé hier, en plus la photo je crois que c'est la même. Et là on part dans le toujours plus, on part aux USA où l'office de tourisme mobile se fait par des fourgons, des remorques, une fourgonnette qui s'ouvre sur le côté où on va retrouver, pourquoi pas, qui pourrait être ouverte et qui se visite et avoir du coup un office de tourisme mobile identifié et avec l'identité du territoire à l'intérieur, et on va retrouver, pourquoi pas, là aussi, du Wi-Fi, un écran, de la commercialisation, un morceau de boutique, la préparation de séjour, etc. On sort des tables, on sort un parasol, on sort des chaises, on sert une limonade, bingo, on a capté l'attention du client et on peut lui vendre des prestations. Alors tout ça, c'est rigolo, mais on n'oublie pas. On ne part pas à l'aventure. On le fait parce qu'on a déterminé c'était pourquoi faire, pour qui, où j'allais le mettre et surtout pour quel objectif, notamment de fidélisation, de commercialisation, voilà, en prenant en compte aussi du coup l'évolution des métiers. 5e entrée, je crois, on va dire 5e entrée, accueil par l'habitant, les fameux groupes de greeters, donc Mulhouse. Tu sais combien tu as de greeters sur Mulhouse? Si je te dis non, ça le fout mal. Hein. Ouais, je lance un chiffre. On a 27 greeters, de 27 24 à 74 ans. Donc voilà, ça s'est lancé en 2011, hein, 2012, 2011. Donc voilà, lancé en 2011. Autre exemple aquitain à Biscarrosse, reconnu cette année. On a donc le réseau des greeters à Bisca qui englobe 11 greeters. Et donc la carte à côté qui vous référence un peu, là aussi il y a un lien qui envoie vers le réseau national des greeters, où vous avez un certain nombre d'informations pour comment être reconnu par le réseau national, comment ça marche en termes de, alors, je ne sais pas si on dit labellisation dans le cadre des greeters, mais comment on rentre dans ce réseau-là. Voilà, là on est vraiment sur l'entrée, on disait quelle entrée à l'office, sur les lieux de passage, chez les prestataires, en autonomie. Là du coup on est sur la dimension en autonomie. Si ça se trouve, vous ne verrez jamais passer le client qui a été la personne qui a été chez un greeters, mais je vais pouvoir avoir du coup les habitants qui sont prescripteurs du territoire. Le gros pavé, c'est aussi tous les écrans. Alors les écrans à toutes les sauces. Je repars à Médoc-Océan à Lacanau en 2011. Le conseil assis, l'autre versant de la photo, c'est les écrans partagés. Et du coup, je suis à l'écart assis
par rapport à tout le flux de clients qui viennent poser des questions, etc. Mais en plus, je partage avec mon client un écran qui lui montre, du coup, vous m'avez parlé de la randonnée, voilà qu'est-ce que ça donne. Vous voulez faire telle activité, voilà ce que ça donne. L'exemple de la vidéo de Val Thorens, c'est pareil. Ça peut être un écran, ça peut être un iPad. Abiscaros, c'est un iPad aussi. Je vais montrer, du coup, la descente de luge à Val Thorens pour créer de l'envie, pour argumenter mon propos par de la photo, par de la vidéo, et créer ce déclic d'achat ou de consommation touristique sur le territoire. Les murs les écrans à toutes les sauces, parce qu'il y a aussi les murs d'écran. Alors, photo toute récente sur la gauche, c'est à Argelès. On va retrouver du coup un écran, je crois qu'il est au-dessus de comptoir, mais je veux peut-être pas. Ou encore à Vancouver, où on va avoir un outil qui va pouvoir diffuser l'événement, la grande affiche de l'événement hyper important de la semaine, de la météo, qui va pouvoir aussi diffuser un moment par un jeu de player de gestion des contenus, une grande vidéo de la destination pour avoir un côté séduction en plus à l'office de tourisme. L'écran toutes les sauces aussi, là c'est l'exemple de York Visitor Center. À Vaison-la-Romaine aussi, il y a la même expérience. On va retrouver les écrans dans des caissons et avec, là aussi, un affichage qui est piloté par un logiciel unique. Et je vais décider de mettre en avant la météo, l'événement, sur des écrans dédiés ou des chaînes, etc. C'est ça que je vais pouvoir du coup envoyer, ou voilà, Argelès aussi, un écran de séduction. J'ai vu dans l'arrière, dans le second plan de la photo que tu proposais, qu'il y a un espace aussi avec un énorme écran dans ton office de tourisme? Non? Dans l'espace convivial, tu veux Dans dire? l'espace information, information accueil? Oui, il y a un écran qu'on appelle écran d'accueil, en fait. Oui. D'accord, ok. Je croyais qu'il était assez grand de loin. Il est grand, mais les murs sont hauts. D'accord, ok. Donc à Argelès. Et donc ces écrans-là, ce que disait tout à l'heure aussi Christophe, comment je vais pouvoir le répartir à l'échelle du tout le territoire, cette information, avec la dynamique des chaînes d'infos. L'exemple en bas, vous avez la chaîne d'information de Terre et Côte Basque, avec le lien qui vous explique un peu comment ça fonctionne. Et aussi les écrans qui, donc du coup, avec du contenu adapté, qui s'appuient au niveau technique sur des logiciels de gestion. Je suis à l'office, mais je vais pouvoir gérer les 10, 20 écrans qui sont répartis sur tout le territoire. Et par un jeu de player, je vais pouvoir dire je veux programmer ça à tel endroit, à telle heure, et pouvoir pousser l'information que je souhaite, en plus de la météo du lendemain, de l'événement du soir, etc. Donc c'est ce qu'on va appeler la communication audiovisuelle dynamique. Il y a énormément de prestataires, notamment ici j'en ai croisé pas mal dans le forum de l'innovation, qui ont ces usages-là sur ces écrans. Je vais accélérer un peu. Wi-Fi territorial, je saute, parce qu'on l'a vu hier, Laurence de Terre et Côte Basque nous l'a présenté. Autre exemple, à Taïwan, 4400 hotspots Wi-Fi sur toute l'île. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On se connecte une fois, on se déconnecte jamais. Exemple de matérialisation. J'ai du Wi-Fi, oui, mais si c'est le tout petit logo Wi-Fi qui est sur la porte d'un établissement, je ne vais pas forcément le voir. Par contre, sur une place publique ou sur les cabines téléphoniques avec des grandes affiches, etc., là, c'est un peu plus parlant et je vais pouvoir vraiment avoir le service qui sert à quelque chose. Les mobiliers, non, je ne vais pas vous mettre la vidéo. Mobilier intelligent, ça fait écho à ce qu'on a vu sur le CityLab hier de Paris. C'est une démarche, comment rendre des services intelligents au niveau notamment urbain ici. Et là, je vais avoir un abribus qui est connecté, qui a des clés Wi-Fi où on peut se brancher, qui va faire des ports USB, qui a une connexion Wi-Fi possible, qui va faire du pouce à l'information par des grands écrans, qui va pouvoir me donner des différentes du coup, informations pour avoir le voyageur connecté en fait. Autre exemple à New York, j'ai sur le bas ici un espèce de pad, je demande un peu ce que je veux, et selon ce que je veux, j'ai la signalétique qui bouge et qui me donne l'information. Le resto pizza qui est ouvert et que j'ai envie de voir, il est à 300 mètres par là. Je suis à côté, c'est quoi le score des Yankees? Le stade est à 500 mètres, il y a 38-3. Voilà, c'est un peu Bon, c'est New York, quoi. Oh, c'est les States, c'est un truc... C'est énorme. Bon, ça existe aussi avec un petit... j'ai trouvé ça en faisant la veille, e-girouette. Vu le nom, je pense que c'est franco-français.
il faudrait jeter un petit coup d'œil pour aller plus loin, mais c'est un exemple, vous avez le lien aussi là à retrouver. Gadget ou futur service, j'en ai 4 à vous proposer. Le traducteur universel, on va enfin pouvoir faire parler Spock avec Chewbacca. Normalement, il devrait se comprendre. C'est en cours de développement sur Google, d'où le 2010, 12, 13, 14, on ne sait pas trop. Tout le monde a sûrement sur son smartphone, si les gens ont un smartphone, le Translate Google qui marche hyper bien. Là, c'est avoir traduction universelle mais instantanée. Et voilà, gadget ou futur service dans les offices de tourisme, ou futur service chez les prestataires pour des clientèles avec lesquelles on ne peut pas forcément communiquer. Celui-là, je vais vous le mettre. Petit exemple d'un robot guide à l'aéroport de Genève. Hop. À FP. Alors il s'agit pour l'heure d'un robot qui ne parle pas, il ne fait qu'offrir des informations visuelles sur un écran tactile, il sait se déplacer. On n'est pas dans une catégorie de robots Android avec des bras, des jambes qui se déplacent, pas du tout. On est dans une interface relativement simple mais très ergonomique qui a le bon goût d'être facilement adoptée par les enfants comme les personnes un peu plus âgées. Donc la destination... Je vais pas plus loin, vous avez le lien aussi sur les slides. Mais vous comprenez le concept, je suis dans un lieu de passage à forte fréquentation, j'ai mes clientèles qui arrivent à l'aéroport, on peut imaginer dans d'autres lieux, et je vais avoir cet outil automatique qui va pousser à l'information. J'arrive, taxi, hop, l'information, les taxis c'est là, le plan c'est là, vous pouvez récupérer les coordonnées pour y aller à pattes dans le plan de l'aéroport, le resto qui est ouvert. Je suis en tourisme d'affaires où c'est qu'il y a des dispos dans les hôtels qui sont autour de l'aéroport. Voilà un peu la logique de ce robot guide. Le drone guide, là aussi c'est un article qui est sorti très récemment. Est-ce que, à un moment, le drone guide va pouvoir accompagner des randonneurs, par exemple, en termes d'information ou voilà, essentiellement sur l'itinérance? Je vous avoue, le concept dans l'article, j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé que c'était intéressant peut-être de se garder ça dans le coin de la tête et voir qu'est-ce que ça peut donner dans les futures années. Les Google Glass, on l'a vu un peu tout à l'heure avec Antoine, donc je n'irai pas trop loin sur ça, mais en gros, pourquoi pas à un moment, quand j'ai du contenu adapté aux clientèles qui sont là pendant le séjour, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un produit à faire pour les clientèles et mettre en distribution ou en location ou en vente, comme ça a été avant, des GPS, des guides audio et tout ça, une offre autour de la Google Glass dans les offices dans les prochaines années. Dernière entrée, c'est innovons avec tous ces outils, allons plus loin. Innovons, partageons, testons. Il faut se nourrir des expériences à droite et à gauche, des manqués, des loupés. Tout le monde, ah ouais, j'ai vu, il y a une table interactive, je veux une table interactive, je veux ma tablette, je veux mon smartphone, je veux ma borne extérieure. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'il y a encore des problématiques d'usage réel. Alors, vous l'avez vu dans la forme de l'innovation, il y a énormément de choses qui évoluent très vite. Et les enjeux, c'est d'une part, comment on peut faire mieux que le papier. Je vais aller sur un exemple sur le littoral aquitain, je vais aller sur une borne au niveau d'une station balnéaire et je ne vais pas avoir la température de l'eau ou l'information sur le drapeau pour aller jusqu'à la plage ou pas. C'est un usage tout bête, mais ça c'était avant affiché sur la porte d'entrée, sur un A4 de l'office de tourisme. Donc c'est réfléchir déjà au contenu, le lien avec les contenants, les usages. L'autre enjeu aussi, c'est d'aller plus loin sur comment on embarque l'information. Alors génial, j'ai vu, je veux avoir ce resto, je veux avoir cette activité. Si ça se trouve, j'étais avec une personne, avec un conseiller en séjour dans l'office de tourisme sur une table interactive à checker un peu, faire mon panier. Après, on me propose quoi? Un mail, éventuellement un SMS et un QR code. Ok, alors QR code, est-ce que, voilà, si on a un BlackBerry, on en a pour 20 ans à comprendre comment je vais le récupérer. Si on a un iPhone, on va peut-être mettre un peu moins de temps, mais dans tous les cas, ça va demander de la médiation. Et après, je vais devoir récupérer cette information. Et il y a encore du travail en termes d'innovation à trouver le bon concept pour pouvoir embarquer
l'information pour le client. L'effet Kinect, gadget ou futur service. Très récemment, dans un office de tourisme en Aquitaine, il y avait la Kinect pour faire passer un certain nombre d'informations, faire défiler des brochures, etc. On se rend compte que dans l'usage, quand il y a du flux de personnes, de la circulation, le dispositif n'est pas brouillé, mais est pollué par le mouvement des gens. Et du coup, on a tout démonté, on est repassé à une souris, ça marche très bien comme ça. Donc, c'est des usages à réadapter et pour l'accueil. Sur le point aussi où il faut qu'on soit beaucoup plus innovant, c'est au niveau de la carto. Tout le monde sera d'accord pour dire c'est le premier outil d'information et de conseil pour les conseillers en séjour, le plan de la ville, etc., les randos. Comment aller plus loin? Alors si on intègre des outils numériques, là on a un exemple d'une énorme carte matérialisée avec c'est un exemple chinois où c'est pas une carte Google Maps qu'on a, mais vraiment une carte identifiée au territoire avec des pictos, etc. On a des nouvelles façons de faire de la médiation autour de la carto, avec notamment des tables interactives rondes, qui permet quelque chose d'assez convivial. L'exemple de Chicago en bas à gauche, ou encore les cartes qui sont retransmises sur un écran pour pouvoir faire défiler. Et parfois, tout simplement, l'exemple notamment en bas à droite, c'est Dinan, qui est passé à l'accueil numérique pendant l'été, juste avant l'été. Et bien, tout simplement, c'est un 4x3 d'une grande carte du territoire à l'entrée, en papier, où du coup, le client en autonomie ou avec le conseiller en séjour va pouvoir avoir une information efficace. Et après, une fois que j'ai ce premier niveau d'information, je vais pouvoir, pourquoi pas, aller m'installer sur un comptoir à l'écart du flux touristique, assis avec un écran partagé, où je vais du coup donner des informations pour les 3-4 prochains jours de séjour de mon client, et je vais imprimer en service payant pour 1,50 € un guide papier avec exactement les top 5 des choses qu'il a dit qu'il voulait faire en termes de propositions de séjour. Et au lieu de repartir avec X brochures d'événements, mon guide des animations, mon application de toute la liste des restaurants, je vais avoir mon circuit clé en main grâce à un combiné entre du papier, du numérique et de l'humain. Mais on est d'accord, pas d'outils sans stratégie aujourd'hui, et surtout du bon management. Et on retrouve nos deux acolytes d'hier. Vous êtes pas mal comme ça quand même. Et je vous remercie. Le pire, c'est qu'ils assument. Donc voilà pour les présentations de cet atelier, donc, où l'objectif c'était un peu voir le croisement entre numérique, accueil, l'humain, la stratégie. On peut prendre 5-10 minutes pour des questions diverses autour du projet de Mulhouse, de J'ai envie d'eux, de ce qu'on a vu là, de ce que vous pensez, etc. Je vous invite à vous présenter à chaque fois. Donc, Catherine Dragin, consultante. Donc, j'avais une question pour Mulhouse concernant son dispositif d'accueil. Donc, tout d'abord, bravo pour votre dispositif et surtout pour la démarche collaborative dans laquelle vous avez impliqué donc, vos salariés. Donc, je voulais savoir un peu quels étaient les usages induits par votre nouveau dispositif d'accueil. Notamment, est-ce que ça a suscité de nouvelles demandes de la part des touristes, donc l'aménagement au niveau de l'office, et puis aussi au niveau des salariés, comment vous avez pu gérer justement les tâches qu'on accomplit en dehors de l'accueil, du conseil, comment vous avez donc réorganisé les tâches pour que les personnes puissent le faire en back-office et pas forcément sur le comptoir? Alors, merci déjà. Effectivement, il y a eu des changements de comportement, mais on s'y attendait, parce qu'en fait, entre des personnes qui viennent, qui n'ont pas d'informations, enfin, nous, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre, en fait. On était dans un espace où les gens avaient... En fait, il y avait 10 brochures, 15 brochures qui étaient des gros musées. Et du coup, il fallait qu'ils soient clairvoyants pour voir qu'il y avait une brochure sur la randonnée en Alsace. Donc en fait, forcément, il y a eu des changements de comportement parce qu'il y a des documents qu'ils ne voyaient pas jusqu'à présent, que les équipes remettaient
on va dire spontanément quand on leur posait la question. Donc forcément, on a eu des gros changements sur... Il y a des brochures qu'on ne diffusait pas du tout, qui du coup sont parties à fond. On a retrouvé des papivores, alors pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que les gens grappillent et ils repartent avec beaucoup d'infos, alors que ça, nous, on n'avait pas cette tendance-là, parce que voilà, on n'avait pas ça dans les anciens locaux. Donc oui, il y a effectivement des changements. Après, sur la gestion des équipes, ça a été un gros boulot de formation, déjà continu. Avant les nouveaux locaux, on a mis en place les outils au fur et à mesure, on a informatisé la boutique, on a fait évoluer un certain nombre de choses avant d'être dans les nouveaux locaux, de manière à ce que ce ne soit pas brutal d'un coup, qu'il y ait tous les changements en même temps. Et après, c'est de l'adaptation en permanence. On a été là sur l'année vraiment à l'écoute. On a du coup acheté des nouveaux ordinateurs, réorganisé le planning. Là, cet été, on ne savait pas trop. Du coup, on a 2 personnes qui sont en front office en permanence sur les périodes de haute saison. Une personne en back office qui gère le standard, etc. Ça, on l'avait plus ou moins vu, mais on ne le faisait pas avant, puisque c'était la même qui faisait à peu près tout. Donc oui, c'est de l'adaptation permanente. C'est clair qu'il faut aussi accepter d'aller là-dessus et d'avoir une équipe qui accepte de suivre, quoi. Prochaine question. Oui, donc Béatrice Masson de l'Office du tourisme du Grand Lyon. Moi, j'ai une question pour l'hôtel de Mulhouse. Je vais m'en aller, moi. Je suis désolée. Quelle est la superficie de l'hôtel de Mulhouse maintenant? La fréquentation? Et surtout, comment avez-vous géré le flux? Parce que je pense qu'il y a des pics de fréquentation, comme dans toute ville, tout hôtel de tourisme urbain et autres. Donc, nous, on a ce problème-là à gérer, je dirais, tout le temps. Et le fait d'avoir des petits espaces d'accueil conviviaux, je dirais personnalisés, pour gérer le flux, je ne vois pas vraiment comment on peut le faire dans ce cadre-là. C'est une question récurrente. Je n'ai pas de solution type à vous donner et je crois que toutes les situations sont différentes. Nous, on attend beaucoup aussi l'expérience du marché de Noël qui est pour nous notre période effectivement où le flux, là pour le coup, il est encore plus fort qu'au mois d'août. Donc on va voir ce que ça donne sur Noël. Je ne peux pas vous dire comment ce sera. La première partie de votre question, c'est la superficie. Oui, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais oublié d'en parler. En fait, on est passé de 25 mètres carrés d'espace d'accueil back-office inclus à 200 mètres carrés. Donc oui, ça a été un changement radical. Sur les 200 mètres carrés, il y a à peu près un peu plus de 20 mètres carrés de back-office. Il y a 50 mètres carrés de boutique à peu près. Et le reste, c'est l'espace conseil information. J'inclus l'espace convivial dedans. Donc ça a été un changement radical. Et sur la question gestion de flux, en fait, il y a une grosse partie de la demande qui, du coup... En fait, c'était que nos conseillers, je lisais les tweets tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un écrivait, en fait, l'humain revient du coup à son rôle de conseil. Mais oui, en fait, c'est les conseillers en séjour reviennent sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le visiteur qui finalement veut les informations classiques, habituelles, ben, peut-être que lui, il va les trouver et qu'il ne va pas forcément interagir avec l'équipe. Pour le moment, on se dit que ce n'est pas grave, puisque notre objectif, c'est qu'il trouve l'information, qu'il soit content, qu'il consomme et qu'il reparte le plus tard possible. Donc s'il n'a pas besoin de nous pour ça, ben, pourquoi pas. Donc pour l'instant, la question de la gestion de flux cet été, ça s'est bien passé. Donc c'est clair qu'il faut plus de monde. Quand il y a plus de monde, il faut plus de monde. Il faut avoir des équipes qui vont à la rencontre. Globalement, ça, chez nous, ça s'est bien passé. Alors on n'a pas non plus des pics de fréquentation à 3000 personnes jour. Hein. Cet été, on a eu des pics de fréquentation en acte de renseignement à 600 ou 700. Ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est pas, on en parlait avec les collègues de La Rochelle qui sont à 5000 personnes jour, c'est pas comparable, quoi, voilà. Donc je peux pas vous donner de réponse sur des choses que j'ai pas maîtrisées. Et il y avait une autre chose que vous posiez comme question, c'était sur oui, la fréquentation. Alors bah voilà, ça c'est le gros fail des déménagements, c'est que je ne sais pas vous répondre, parce qu'en fait on a jamais vraiment été psychorigide sur combien on a de personnes qui rentrent, qui sortent, machin, etc. Donc en fait, on comptait les actes de renseignement, on appliquait le coefficient multiplicateur qu'on applique en se disant qu'il y avait effectivement une personne sur 2,5 qu'on renseignait, etc. Quelque chose qu'on applique, bon, bref. En fait, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Et toutes nos statistiques depuis le début de l'année, on a arrêté de les diffuser, on a arrêté de les comparer parce qu'en fait, voilà. Donc je ne peux pas vous répondre. Le ressenti de l'équipe, c'est qu'il y a eu vachement plus de monde. Nos statistiques disent le contraire, parce qu'en fait, en acte de renseignement, on a eu moins d'actes de renseignement cette année que l'année dernière, mais on a eu un flux. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre. Voilà. Navré. Non.
Volontairement, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un président qui a accepté que je me travestisse sur scène hier soir et qui m'a donné comme ça l'objectif de revenir avec le prix en me disant « Je vous connais, faites ce que vous voulez, je ne veux pas savoir, mais revenez avec le prix ». Ça a été pareil pour le compteur. Quand on a fait le bilan de saison, j'ai dit « Écoutez, président, j'ai un souci, on ne va pas être capable d'annoncer des chiffres ». Il m'a dit « Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout des chiffres? Est-ce que c'est ça notre métier aujourd'hui, de dire combien de personnes ont passé le seuil de la porte ?» Donc nous, on ne va pas mettre de compteur, je pense. Pour l'instant, on s'en fout un peu de savoir si on a plus de monde ou moins de monde. Puisqu'en fait, on se rend compte que globalement, le métier passe, quoi. Donc vraiment, là-dessus, je ne suis pas un bon exemple, mais il y a peut-être d'autres pratiques ailleurs meilleures. Parenthèse compteur, si on veut commencer à commercialiser notamment les écrans d'accueil, etc., dans les offices de tourisme, la partie compteur peut être un argumentaire pour aller parler après avec des annonceurs, avec une régie, etc. Bon, fin de la parenthèse, mais voilà, c'est une donnée à prendre en compte, au-delà d'avoir le chiffre pour l'Assemblée Générale de l'Office de tourisme j'ai eu plus 10% d'affluence dans mon office de tourisme. On y viendra peut-être, on s'est posé la question, mais pour l'instant, voilà, c'est encore très jeune tout ça. Dominique, je t'invite à réagir. Oui, Dominique Le Thérisien, Office de tourisme d'Dinan-Vallée de la Rance. Donc on a fait partie des offices cette année qui ont été complètement réaménagés. Donc je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à une remarque de Guillaume. C'est vrai qu'il faut absolument des moyens humains. C'est-à-dire que même si on a des outils tactiles dans l'office de tourisme, notamment une table tactile, il faut absolument qu'un conseiller en séjour puisse faire de la médiation. C'était déjà un constat que la MOPA nous avait indiqué. Et nous, on a essayé, bien entendu, cet été de pouvoir faire sortir nos conseillers en séjour, d'accompagner les gens dans l'espace d'accueil, autour de la table tactile, de leur montrer les plans de la ville, de leur donner le plan. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a besoin d'au moins une personne supplémentaire, puisqu'on a aussi aménagé une boutique. Qui dit boutique, dit une personne qui surveille la boutique, qui fait la caisse. Donc voilà, j'invite vraiment les offices qui sont dans un projet de réaménagement à bien définir leurs moyens humains, à aller voir leur collectivité, parce que si effectivement, au bout de la première saison, on se rend compte qu'on est complètement débordé, il faut remonter au créneau. Mais voilà, il y a un gros travail de réflexion au préalable. Je pense que ce que Guillaume a fait, ce que Seth a fait, ce que d'autres ont fait, donc voilà, c'est très important. Virginie, Office de tourisme de Guérande, je suis ici. Effectivement, ma question, c'était sur l'humain. Parce que tout ce que tu as fait, effectivement, ça rentre dans le cadre de la réflexion que j'ai et qu'on mène sur la destination La Baule Presqu'île de Guérande, puisque nous sommes en train de restructurer une destination touristique avec des offices qui ont des noms un peu parlants, La Baule, Pornichet, Le Croisic, donc avec des marques. Ce que tu as fait, effectivement, ce qu'a pu faire Dominique, avec lequel je me suis entretenue, ça fait partie effectivement de ce que l'on veut faire. Mais comme tous les offices, on est ANT, on est en démarche qualité, on est tourisme handicap. Moi, Guérande, c'est 1 300 000 visiteurs à l'année, c'est 120 000 visiteurs dans des locaux de 50 mètres carrés à l'accueil. C'est 470 départs de visites guidées dans l'année avec un équivalent temps plein de 4,9 personnes. Un autofinancement effectivement assez important. Donc ce que je vois et ce que tu me dis me fait envie. Maintenant, effectivement, ne plus avoir des conseillères en séjour qui, entre deux clients, travaillent sur des dossiers, je ne sais pas comment faire parce que ouais, j'en crève d'envie, ouais, j'ai envie que mon standard soit derrière. Oui, je dis à mes filles de plus travailler sur des dossiers à l'accueil et de le faire derrière. On fait rouler les équipes. Mais malgré tout ça, l'été, on tourne qu'à 12. Alors c'est beaucoup 12 par rapport à ce que j'ai en ETP sur l'ensemble de l'année, mais je fais aussi 30 000 visiteurs sur le mois d'août, voilà. Donc dans 50 mètres carrés, je te laisse imaginer. Donc tu as combien de personnes pour gérer ton bac, gérer ton courrier, tes appels, tout ça? Vous êtes combien? Alors là, je pense que je vais faire défaillir beaucoup de monde parce que je disais tout à l'heure que Mulhouse, c'est pas Lyon justement, où c'est pas des gros. On n'est pas une capitale régionale, on n'est pas une grosse destination touristique. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7 avec 5 personnes toute l'année, 364 jours par an. En été, on a un salarié supplémentaire. Effectivement, c'est pas simple, on est bien d'accord. Nous, les conseillers en séjour, depuis... donc ça aussi, on avait anticipé, l'organigramme a changé en 2012
avant le déménagement en 2013, les conseillers en séjour sont toutes chargées de quelque chose. Conseillers en séjour chargés des griteurs et de la documentation, conseillers en séjour chargés du développement de la boutique, conseillers en séjour chargés du développement du LEI, qui est notre système d'information touristique. Donc clairement, il est clair que du 15 juillet au 15 août, elles ne font pas ça. Elles font du conseil de l'information. En décembre, non plus. Mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ménagé des temps de travail, effectivement, avec des rotations importantes. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est effectivement de se dire que au lieu d'avoir une demi-journée de front, du coup, elles sont 3, par exemple, en semaine. Elles vont se dire, bon, allez, moi je me prends 1 heure, là tu vas en front, moi j'ai un truc à finir. Ça se passe globalement plutôt bien, il faut que les équipes aient envie de le faire. Mais nous, effectivement, contrairement à l'image de grandes ville, on est une grande ville, mais on n'est pas une grande destination touristique et on a 5 personnes pour gérer tout ça, donc ça fonctionne. Et 5 dont une responsable accueil qui ne fait pas de rotation dans le planning, donc 4. Merci. Peut-être qu'on va prendre une dernière question si on a une. Tic-tac. Et ouais, parce que c'est buffet espagnol et italien. Et on sait comment ça va se passer. Ça va être la cohue, ça va être énorme. Bon, ok, on va finir sur ça. Je vous remercie. J'espère que cet atelier vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes. Le PowerPoint sera mis à disposition dans l'après-midi ou ce soir. Vous avez les coordonnées des intervenants si nécessaire. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de rencontre.